Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais m'exprimer pendant quelques minutes en français pour présenter l'intervenant. Je vous prie de porter vos écouteurs. La philosophie politique est une réflexion sur la politique du point de vue des concepts et de leur validité éventuelle, y compris dans la pratique. La pratique politique prend un caractère d'urgence lorsque les concepts dont elle se sert lui font soudainement défaut, faute d'être capable d'éclairer les problèmes inédits qui surgissent dans la réalité de la cité. Ainsi, c'est lorsqu'on en a le plus besoin que fatalement la réflexion philosophique sur nos concepts politiques nous fait le plus cruellement défaut. Qu'est-ce que le nationalisme? Qu'est-ce que le néolibéralisme? Le terme de libéralisme est-il autre chose qu'un fourre-tout ou un cache-misère de la dérégulation? Les droits de l'homme sont-ils des droits uniquement négatifs, des droits à ne pas être poursuivis, ou bien aussi des droits positifs, des droits à des prestations de la part de la communauté? La démocratie est-elle une notion qui peut nous aider à prendre des décisions en économie? Faut-il protéger la liberté économique des ingérences de la politique ou bien, au rebours, protéger la liberté, notion essentiellement politique, des risques que lui fait encourir l'économie? Le développement économique peut-il être une fin politique ou doit-il être réduit au statut de moyen? Voilà le genre de questions auxquelles on aimerait que la philosophie nous aide à répondre. Mais ce n'est pas tout. Dans une période où la vie politique semble ne devoir faire autre chose que se réconcilier avec les réalités économiques, où il s'agit avant tout d'apprendre à faire le deuil des ambitions généreuses qui ont mû d'autres générations, voire les mêmes personnes à quelques mois ou semaines de distance, quelle attitude adopter face au domaine de la volonté humaine que l'on continue de désigner comme étant le politique? Faut-il faire l'impasse sur des sujets qui ne sont pas directement du ressort de la politique, de peur de les voir servir à des discours politiques haineux, antidémocratiques, susceptibles, tôt ou tard, de détruire la liberté et son expression politique au moyen de cette expression elle-même? C'est à ce type de questionnement que nous invite Michael Feussel, qui, pour ce faire, part de plus haut ou de plus bas, à savoir de tout ce qui fait notre vie, par exemple la perte et la consolation, pour en faire apparaître la dimension politique, par exemple celle de la perte des idéaux universalistes et de l'idée de progrès comme susceptible de contribuer à une consolation en un sens inédit du terme pour cette perte. Si la philosophie politique veut avoir un sens et si elle doit pouvoir s'adresser à ce qu'il est convenu d'appeler les défis du présent, alors, semble nous dire Michael Feussel, il faut se mettre à l'ouvrage et éviter de jeter un regard surplombant sur les questions brûlantes à partir d'assurances acquises ailleurs, par exemple dans le domaine de l'histoire des idées. Les concepts politiques n'ont pas à s'appliquer à la politique, ils ont à fonctionner dans la politique et pour ce faire, il faut aller les chercher là où ils fonctionnent, dans des domaines qui ne semblent pas toujours ressortir à ce que nous appelons la politique. Il y a 50 ans, on disait que si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous. Il serait peut-être plus juste de dire que même lorsque vous pensez vous occuper de toute autre chose que de politique, vous faites, sans le savoir, de la politique. Car on ne sait pas encore ce qu'est au juste la politique. Pour essayer de comprendre ce que c'est, permettez-moi maintenant de donner la parole à notre conférencier de ce soir, Michael Feussel, non sans vous avoir d'abord dit qu'il est né en 1974, qu'il est professeur de philosophie à l'École polytechnique et qu'il a enseigné à l'Université de Bourgogne et à l'Institut catholique à Paris, qu'il a soutenu sa thèse sur Kant en 2002 et qu'il est collaborateur de la revue Esprit, et enfin qu'il a publié 7 ouvrages de philosophie, dont l'un, Le temps de la consolation, vient de paraître en grec. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et cette introduction. Merci à l'Institut français et à l'ambassade de France d'avoir pensé à m'inviter et de l'avoir fait. Et merci à vous d'être là. Évidemment, je vais parler de liberté aujourd'hui. Je vais parler donc, cela a été suggéré, de philosophie politique, et le faire à Athènes, c'est-à-dire dans le lieu
qui a été celui de l'invention de la politique, pas seulement de la démocratie, ajoute un peu de solennité pour moi-même, en tout cas. J'espère que cela ne se verra pas trop ou ne s'entendra pas trop, un peu de solennité dans mon discours. Alors effectivement, on m'a suggéré aimablement de parler d'une notion, la liberté, qui est la notion à la fois la plus générale et la plus trompeuse que l'on puisse trouver en philosophie, faute de définition, ou en politique, faute de définition. Et je voudrais partir d'un paradoxe contemporain, qui est que la liberté, certainement, n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité, peut-être à l'instar de la démocratie, elle n'a jamais été à ce point valorisée, elle n'a jamais été à ce point considérée comme une évidence, c'est-à-dire le fait que les hommes sont libres, les hommes et les femmes sont libres, qu'ils le sont tous, est proclamé aujourd'hui partout, y compris du reste par des mouvements politiques qui autrefois ne l'auraient pas fait. Paradoxe, ai-je dit, parce que si la liberté aujourd'hui apparaît comme évidente, comme un axiome quasiment, en même temps il faut reconnaître qu'elle tend à se restreindre comme expérience. Elle est de plus en plus souvent valorisée comme mot, ou comme idée, ou comme principe, mais elle est de moins en moins expérimentée dans le lieu, dans le domaine qui est celui justement, et c'est là que le fait de parler de cela à Athènes devient important, elle est de moins en moins expérimentée, me semble-t-il, dans le lieu de sa naissance, c'est-à-dire dans le champ politique. Si l'on demande aujourd'hui aux individus s'ils se sentent libres, s'ils se pensent libres, sans doute répondront-ils oui, mais probablement ne répondront-ils pas massivement ou majoritairement qu'ils sont libres en tant que citoyens, ou que c'est dans le domaine politique que leur liberté est la plus marquée et la plus valide. Autrement dit, la consécration du mot liberté a quelque chose de suspect, c'est-à-dire qu'il me semble qu'on ne prend plus la liberté, on ne comprend plus la liberté aujourd'hui que comme un fait, et non pas comme un projet. On considère la liberté comme une donnée. Nous sommes libres par notre naissance, c'est d'ailleurs la force des déclarations des droits de l'homme que de le rappeler, nous sommes nés libres, mais on le prend comme une donnée, mais non pas comme le résultat, on ne prend pas la liberté, on ne prend plus massivement la liberté comme le résultat d'une émancipation, qui est une émancipation en plus collective. Je ne sais pas si c'est le cas en France, j'imagine que ça l'est, même si ça n'est pas seulement sous cette formule-là, mais en France, quand le mot dans le débat public intervient, le mot liberté intervient le plus souvent, c'est dans une formule qui a toujours le don de m'énerver un peu, il faut libérer les énergies. Il faut libérer les énergies, ce qui veut dire en réalité faire en sorte que notre pouvoir de mobilisation, de concentration, de travail soit mis au service et le plus agilement possible, agilité est aussi un mot très employé, le plus agilement possible au bénéfice du marché. Autrement dit, on a le sentiment que la liberté est de moins en moins prise comme un point d'arrivée du combat politique que comme un point de départ à partir duquel chaque individu, et non pas chaque citoyen, chaque individu devrait agir ou devrait se mobiliser, en particulier dans le champ économique. Alors, pour clarifier peut-être un peu ce statut ambigu de la liberté, je voudrais, puisqu'on m'a demandé de parler de la liberté, parce que le dernier petit livre que j'ai fait paraître en France porte sur, c'est un livre d'histoire de la philosophie, sur le concept de liberté au XVIIIe siècle, je voudrais procéder en 3 temps, de manière assez académique, et je m'en excuse, c'est-à-dire commencer par définir un peu mieux ce que l'on entend politiquement, je ne parlerai quasiment que de la liberté dans son sens politique, ce qu'on entend par liberté dans 2 écoles de pensée absolument centrales en France et au-delà de la France du XVIIIe et du XIXe siècle. D'une part, l'école ou la doctrine républicaine et d'autre part, la doctrine libérale. C'est dans ces 2 pensée, ces 2 manières d'aborder la politique, la républicaine et la libérale, que la liberté moderne est devenue le maître mot de la politique démocratique.
Et dans un troisième temps, je me poserai la question de savoir ce qu'il en est de la liberté aujourd'hui, dans ce que je n'appellerai justement pas le libéralisme, ni a fortiori le républicanisme, mais le néolibéralisme, c'est-à-dire dans la tendance, je l'indique tout de suite, à n'envisager la liberté ou à définir la liberté essentiellement comme une faculté économique, comme liberté d'entreprendre, plutôt que comme liberté citoyenne, politique, ou même d'ailleurs individuelle. Si je procéderai dans les deux premiers temps, si je vais commencer tout de suite à procéder à un rappel ou à un certain nombre d'éléments pour parler du républicanisme et du libéralisme, c'est-à-dire de deux types de philosophie de la liberté qui naissent au XVIIIe siècle, c'est parce qu'il se passe quelque chose de très important au XVIIIe siècle, qu'on pourrait croire être semblable à ce qui se produit aujourd'hui, c'est-à-dire que la liberté, le mot liberté, le concept de liberté, reçoit sa pleine consécration philosophique. Toutes les philosophies qui arriveront pendant l'ère des Lumières et ensuite jusqu'à la fin du XIXe siècle sont des philosophies qui font de la liberté le centre de la pensée et de la réflexion elle-même. Pas seulement d'ailleurs le centre de la pensée politique ou de la pensée morale. C'est un aspect que je n'ai pas développé, mais je l'indique. La liberté, c'est aussi un concept métaphysique. Je m'excuse d'employer ce terme, mais enfin, c'est aussi vous qui l'avez inventé, donc je peux l'employer. C'est un concept métaphysique, et ce qui se produit, pour le dire très vite, au XVIIIe siècle, c'est que la liberté devient le concept métaphysique central, c'est-à-dire qu'il tente non pas à se substituer, mais qu'il tend à prendre la première place par rapport à ce qui était jusque-là le concept métaphysique central, à savoir le concept de Dieu. Il y a donc, j'indique simplement ce fait, parce que lorsque les penseurs du XVIIIe siècle dont je vais parler, qu'ils soient libéraux ou qu'ils soient républicains, lorsque ces penseurs fondent une théorie de la liberté, ils le font, une philosophie de la liberté, de manière polémique. D'ailleurs, une philosophie de la liberté qui ne serait pas polémique serait une philosophie, je dirais, à laisser de côté, au moins philosophiquement. Hein. C'est-à-dire, c'est pour cela que la consécration du mot liberté n'implique pas nécessairement une consécration de la chose. Or, les philosophes dont je vais parler sont des philosophes qui disent liberté, non pas simplement comme une valeur, non pas simplement comme un principe, mais comme un concept à partir duquel on doit réorganiser la pensée philosophique elle-même, et on doit le faire en particulier de manière polémique par rapport à des conceptions plus superstitieuses ou même plus religieuses qui étaient dominantes auparavant. Alors un mot d'abord, donc plutôt un peu plus qu'un mot, qu'est-ce que c'est que la liberté pour ou dans la pensée républicaine? Le philosophe ici central, celui à partir duquel tout se joue, c'est Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Et en particulier son livre immense par la portée, pas tellement par la taille, le contrat social. Alors justement, Rousseau, c'est un penseur qui dont la première phrase du contrat social, c'est « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Et là, on a typiquement, je dirais, l'amorce de ce qu'est une vraie philosophie de la liberté, parce que c'est une contradiction que Rousseau nous porte d'emblée, si je puis dire, au visage, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inadmissible dans le fait que la liberté native de l'homme, la liberté qu'il possède à sa naissance, soit contredite par le système politique ou les systèmes politiques dominants au moment où Rousseau écrit, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. L'homme est né libre et partout il est dans les fers, autrement dit, il y a une opposition entre l'idéal et le réel. Et dans cette opposition entre le fait et le droit, le fait c'est que les hommes vivent aux yeux de Rousseau, pas seulement aux yeux de Rousseau, vivent au XVIIIe siècle dans des régimes despotiques, s'il y a une contradiction entre le fait et l'idéal, c'est le fait qui doit être transformé et non pas l'idéal. Par conséquent, Rousseau va entamer, je ne vais évidemment pas développer, je ne vais pas faire un cours ici, mais va entamer sa réflexion et toute sa pensée sur la base, politique au moins, sur la base de ce scandale
de ce qu'il juge être un scandale, à savoir comment se fait-il que nos sociétés, enfin les sociétés du XVIIIe siècle en l'occurrence, soient des sociétés fondées sur la négation de ce qui fait l'essence de l'homme. Et cette négation, c'est que, ou cette renonciation à sa liberté, cela veut dire que dans la perspective républicaine que Rousseau va définir dans le contrat social, la liberté, ce n'est pas simplement quelque chose, c'est une différence avec la perspective libérale dont je parlerai tout à l'heure, la liberté, ce n'est pas simplement quelque chose de donné aux individus, c'est ce qui doit être institué. La liberté, c'est le résultat d'une forme d'État particulière, et une seule, qui n'a jamais existé, dit Rousseau, mais qui devrait exister. Encore une fois, le devoir-être l'emporte sur l'être. Cet État, il l'appelle justement l'État républicain. La liberté, ce n'est pas pour Rousseau seulement une qualité que l'on possède. D'ailleurs, on n'est pas propriétaire de sa liberté. C'est pour ça qu'il déclare qu'elle est inaliénable. Inaliénable au sens littéral, cela veut dire que l'on ne peut pas la vendre. Les choses que je possède, je peux les aliéner, je peux les vendre, mais la liberté est inaliénable. C'est pourquoi d'ailleurs, il n'est pas seulement, comment dirais-je, moralement impossible, il est moralement scandaleux de renoncer à sa propre liberté. Rousseau écrit « Celui qui renonce à sa liberté, je le cite de mémoire, enfin, c'est ce qu'il dit, ce qu'il écrit, renonce à sa qualité d'homme et même à ses devoirs. » Autrement dit, renoncer à sa liberté, par exemple, pour un État qui garantirait la sécurité en échange de cette liberté, renoncer à sa liberté, ce n'est pas seulement une erreur, c'est une faute, parce que cela veut dire renoncer à sa responsabilité, renoncer à ce qui fait notre valeur d'homme, notre qualité d'homme, dit Rousseau, c'est-à-dire en réalité notre dignité. Autrement dit, Rousseau, c'est quelqu'un qui place la liberté si haut qu'il la comprend en même temps comme ce qu'elle est pour beaucoup d'entre nous, souvent, c'est-à-dire une charge. Après tout, vivre sous l'horizon des États despotiques, vivre dans la main d'un despote ou vivre dans la main des machines, ce qui est peut-être plus actuel, c'est une tentation que ressentent un certain nombre d'individus justement face à leur liberté. La liberté, là je vais plutôt penser à Sartre, mais de ce point de vue-là il serait peut-être assez proche de Rousseau, la liberté, elle est ce par quoi nous pouvons éprouver un certain vertige. Dans le L'être et le néant, Sartre prend cet exemple d'un individu qui se trouve sur une colline ou sur un rocher, enfin en tout cas en hauteur, et qui est pris de vertige. Alors évidemment, on peut expliquer le vertige physiologiquement, ça n'intéresse pas tellement Sartre. D'ailleurs, d'une manière générale, quand on s'intéresse à la liberté, on ne s'intéresse pas tellement à la nature et aux explications causales. Sartre dit le vertige que je ressens face au vide, il est fondé par la possibilité, c'est-à-dire la liberté que j'ai de sauter. C'est-à-dire que même si je n'ai aucune raison particulière de vouloir mourir, même si je reviens je ne sais pas moi, d'une fête, d'un mariage, bon, ça peut être une raison, mais je reviens d'un moment joyeux, bon, toujours est-il que je suis angoissé, même si je n'ai aucune cause, aucune raison de suicider, je suis angoissé à l'idée de pouvoir le faire, c'est-à-dire au fond de pouvoir agir indépendamment de quoi que ce soit qui me retienne ou qui me détermine. D'où la tentation d'échanger sa liberté, je vais revenir à Rousseau, d'échanger sa liberté contre, alors contre quoi? Contre la sécurité, contre la prospérité, contre la tranquillité, ou contre, je ne sais pas, sa vie familiale, sa vie intime, qui renoncerait donc à aux politiques ou à l'engagement civique. Pour Rousseau, par exemple, les hommes ne sont pas esclaves par nature, là il critique Aristote, ils sont esclaves selon ou ils deviennent esclaves selon ce qu'il appelle une seconde nature, autrement dit par habitude. C'est parce qu'on a pris l'habitude d'obéir, de n'obéir qu'à un maître et non pas à soi-même, qu'au fond, on finit par chérir ceux-là même qui nous oppriment. Alors, à partir de là, on comprend que pour Rousseau, contrat social, ce n'est pas contrat au sens juridique
habituel du terme, je n'échange pas ma liberté en échange, je ne donne pas ma liberté à l'État en échange de ma sécurité, par exemple. Le contrat social, pour Rousseau, c'est l'acte par lequel un peuple devient un peuple. Et un peuple devient un peuple, non pas en renonçant à sa liberté au profit du chef de l'État, par exemple. Bon. Un peuple devient un peuple lorsqu'il choisit de faire de sa liberté le principe d'organisation de ses institutions. Pour le dire très rapidement, parce que ça renvoie encore à des choses, je crois, contemporaines, évidemment, il faudrait maintenant définir un peu positivement la liberté. Et Rousseau, c'est le premier qui définit la liberté positivement. Vous avez parlé justement dans votre introduction de la différence entre les concepts négatifs et positifs. Pour les républicains, le concept de liberté se définit positivement comme autonomie. La vraie liberté consiste à n'obéir qu'à la loi que l'on a soi-même, ici il faut comprendre le peuple, hein, que le peuple a lui-même voté, délibéré et choisi. Souvent, on emploie le terme, je ne sais pas là aussi, je m'en excuse ce qu'il en est dans la langue grecque, mais le mot autonomie en France aujourd'hui est employé à U et à dia, c'est-à-dire, enfin, il est employé à tout bout de champ. On parle de l'autonomie des universités, de l'autonomie des individus, de l'autonomie des entreprises. Et ce que l'on veut dire par là, c'est indépendance. On confond, on confond l'autonomie et l'indépendance, c'est-à-dire on définit l'autonomie comme obéir à sa propre loi, ce qui est très exactement l'inverse de ce que veut dire Rousseau. Obéir à sa propre loi, cela veut dire obéir à ce que l'on croit être son désir. Or, son désir, ça c'est la force de Rousseau de l'avoir montré, le désir que nous éprouvons, les désirs que nous éprouvons sont le plus souvent une intériorisation de la société en nous. Nous désirons ce que la société nous présente comme étant désirable. On est donc là exactement dans l'inverse de l'autonomie, on est dans ce qu'on appellera donc l'hétéronomie, c'est-à-dire c'est la loi de l'autre qui parle en moi-même. Et je crois obéir à ce que je désire, je n'obéis qu'à la loi de l'autre. C'est d'ailleurs la phrase de Rousseau, l'obéissance à ses désirs est despotique, seule l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est autonome, vraie ou libre. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Ça veut dire, et c'est là, j'insiste un peu sur ce point car j'ai eu une rencontre avec l'ambassadeur de France qui m'a parlé du projet politique présenté en Grèce d'élection du président de la République au suffrage universel, que je me permets humblement de vous déconseiller si vous avez en décidé. Rousseau veut dire que le pouvoir fondamental, le pouvoir souverain, c'est-à-dire celui du peuple, parce que c'est le peuple qui est souverain, ça doit être le pouvoir législatif. Il faut se méfier, c'est-à-dire celui de faire la loi. Au fond, la thèse de Rousseau, c'est la suivante. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas libres? C'est généralement l'empiètement du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, sur nos vies, et sur la vie des individus, sur leur existence. Autrement dit, ce qu'il appelle les magistrats, bon, le pouvoir exécutif, le président de la République, dans son hypothèse, pour lui, ça ne peut être qu'un roi encore à ce moment-là, mais enfin, disons, le président de la République, le gouvernement lui-même, le gouvernement, a le pouvoir exécutif, il doit donc exécuter la loi qui a été voulue par le peuple, et par lui seul, et qui a été faite surtout par le peuple. Par conséquent, pour Rousseau, pourquoi est-ce que c'est le pouvoir législatif qui est le pouvoir libre? Parce qu'au fond, on pourrait dire les choses comme cela, si, par hypothèse, tous les citoyens, il faut évidemment que cette condition soit remplie, nous sommes tous également libres. Donc si tous les citoyens participent à l'élaboration de la loi, et que par ailleurs tous savent par avance que la loi s'appliquera à eux sans exception, alors, dit Rousseau, il y a de bonnes chances qu'ils adoptent des lois justes. C'est seulement dans l'hypothèse où celui qui fait la loi sait qu'elle ne s'appliquera pas à lui, d'avance, que les lois sont injustes. Autrement dit, c'est le cas de la France, lorsque la plupart des lois sont voulues par le pouvoir exécutif, qui est un pouvoir particulier, que les lois risquent d'être injustes parce que ceux qui les prennent en compte, au fond, c'est comme si vous demandiez, c'est arrivé du reste en France, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui, ne paye pas ses impôts d'être ministre des Finances. Bon, c'est arrivé en France. Hein. C'est-à-dire celui qui fait la loi, s'il sait par avance que, encore une fois, cette loi, il ne sera pas soumis à elle, alors c'est le domaine de ce que Rousseau appelle la tyrannie. En réalité,
Il faut, alors c'est toute la difficulté évidemment, parce que son modèle c'est Athènes, hein, Rousseau, il faut que tous les citoyens, mais on ne peut plus dans les États modernes les réunir sur une même place, mais il faut au moins tendanciellement que tous les citoyens participent activement à l'élaboration de la loi, parce que, comme ils savent par avance qu'elle s'appliquera à eux, je le répète, il y a toutes les chances, dit Rousseau, qu'ils choisissent des lois qui ne seront pas des lois iniques ou injustes. Une loi, et c'est le concept fort du mot loi chez Rousseau, autonomie, obéissance à la loi que l'on a faite, une loi, elle vient de tous et elle s'applique à tous. Par exemple, je suppose que là, pour le coup, c'est tout à fait certain, même en Grèce comme en France, comme dans toutes les démocraties contemporaines, on procède de plus en plus parce que Rousseau appelle des décrets et non pas des lois, c'est-à-dire des objets d'intérêt particulier. On légifère pour telle population, pour telle partie de la population, pour telle région, pour tel sujet qui relève pour Rousseau, qui relèverait pour Rousseau de ce qu'il appelle le pouvoir exécutif. Bien sûr, la loi, elle est générale, il faut qu'elle s'applique au cas particulier. Donc il faut trouver des décrets d'application. Mais par contre, les lois fondamentales, c'est pour ça qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de lois dans un État républicain, il y a très peu de lois, beaucoup moins que ce qui existe dans nos démocraties contemporaines. Les lois, ce sont les principes autour desquels s'organise la vie collective. Donc la conception républicaine, c'est une conception, et je vais passer maintenant à la libérale, c'est une conception qui donne toute la souveraineté au peuple. Cette souveraineté, c'est le pouvoir législatif, de faire la loi, pas le pouvoir exécutif, celui-là est subordonné. Et évidemment, elle pose une difficulté qui va expliquer les critiques libérales, c'est qu'on va pouvoir reprocher alors à Rousseau et à toute la tradition, on a reproché à Rousseau et à toute la tradition qui se revendique de lui, la tradition donc, que j'appelle républicaine, d'avoir une conception idéaliste du peuple. Au fond, ce que veut le peuple, sous la figure de la loi, est ipso facto bon. Et au fond, la critique qui va lui être adressée par les libéraux, qui est la deuxième grande école de la liberté moderne, consiste à dire, et on verra qu'il y a des arguments historiques pour cela, consiste à dire qu'il peut arriver qu'un peuple se suicide lui-même, si je puis dire, démocratiquement. Qu'au fond, cette croyance dans le fait que la volonté du peuple, ce que Rousseau appelle la volonté générale, est par essence bon, eh bien, cette croyance, elle est remise en cause par les faits. Alors, les libéraux vont donc développer un autre concept de liberté qui est différent et à certains égards séparé du concept républicain. Si je voulais définir les choses de la manière la plus simple, c'est une formule qu'on emploie aussi beaucoup en France, souvent en France, on dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est très exactement la définition libérale de la liberté. C'est-à-dire, définition négative, au sens où je suis libre comme individu, mais la limite de ma liberté, c'est la liberté d'autrui. Bon. Je dirais que dans cette conception, ce n'est plus le citoyen qui est au centre, comme chez les républicains, parce que la liberté, c'est l'individu, parce que la liberté, c'est quelque chose qui m'est donné comme individu indépendamment de mon appartenance à l'État, d'une certaine manière, de mon appartenance à tel ou tel peuple. Les républicains ne diraient pas que la liberté des uns s'arrête là où s'arrête celle des autres, ils diraient la liberté des uns commence là où commence celle des autres. On n'est jamais libre seul pour les républicains, on est libre, on n'est plus libre dans l'État que hors de l'État, dans l'État républicain. Que hors de l'État. Pour les libéraux, en revanche, l'État constitue en lui-même une menace pour les libertés de l'individu. Ce qu'un État libéral doit faire, c'est garantir la liberté des individus. Ce n'est pas l'instituer, ce n'est pas l'instaurer. C'est-à-dire, nous devons faire en sorte d'être aussi libres dans l'État que nous le serions hors de lui, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait à l'époque, au XVIIIe siècle, l'état de nature. Au XIXe siècle aussi, l'état de nature. Les libéraux, donc, se soucient peu, ou se méfient, pardon, c'est pas qu'ils se soucient peu, ils se méfient de la souveraineté du peuple, car le peuple peut se retourner historiquement contre les individus. Alors je vais en citer un penseur libéral qui justement a répondu à Rousseau, a critiqué Rousseau, il s'appelle Benjamin Constant. Il a publié en 1819 un texte qui s'appelle, je suis choisi de parler de ce texte parce que nous sommes en Grèce, « De la liberté des anciens,
comparée à celle des modernes. Alors, commençons par la liberté des modernes. La liberté des modernes, c'est la liberté libérale, c'est la liberté que promeut Benjamin Constant. Comment est-ce qu'il la définit? Je le cite, « Le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière, par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus. » Cette formule est très symptomatique de ce que vous avez appelé la liberté négative. C'est le droit de ne pas. J'ai le droit de ne pas être maltraité pour mes opinions, de ne pas être maltraité pour ma croyance religieuse, de ne pas être contraint par un État à faire ce que je ne veux pas faire, par un État ou par une collectivité. C'est une liberté négative, c'est-à-dire la liberté de ne pas être contraint à faire ce que nous ne désirons pas faire. Bon. Et pourquoi Benjamin Constant oppose-t-il cette liberté des modernes, qui l'intéresse et qu'il promeut, qu'il défend, à la liberté qu'il appelle celle des anciens, c'est-à-dire celle des Grecs, c'est-à-dire celle des Athéniens, qui, elle, était positive et qui consistait, je le cite toujours, alors elle consistait à délibérer sur la place publique de la guerre et de la paix, conclure avec les étrangers des traités d'alliance, voter les lois, prononcer les jugements, examiner les comptes, les actes, la gestion des magistrats, les faire comparaître devant tout le peuple, les mettre en accusation, les condamner ou les absoudre. Bon, ça fait beaucoup de choses. La liberté des anciens, c'est une liberté de participation active et permanente à la scène politique. C'est la liberté de l'agora. Bon. Et c'est une liberté, dit Benjamin Constant, qui n'est plus moderne, elle n'est plus adaptée à la modernité. Car la modernité, cela veut dire les droits de l'individu, y compris donc et d'abord ses droits d'individu privé. Ses droits à fonder la famille qu'il entend fonder, et ses droits à essayer professionnellement de faire ce qu'il entend réaliser. Autrement dit, c'est une liberté qui, et c'est très littéral chez Rousseau, chez Benjamin Constant, au fond, Benjamin Constant explique l'individu moderne est devenu beaucoup plus individualiste, précisément, que chez les Grecs, que dans Athènes, où d'abord la liberté ne concernait que les citoyens mâles et non esclaves. Hein, bon. Et finalement, la vie privée, ce qui était considéré traditionnellement par les Grecs comme tout à fait secondaire, la vie domestique, l'oikos, qui a donné économie, ça, vous le savez mieux que moi, la vie privée, évidemment, dans la modernité, elle devient le lieu de réalisation de soi. Par conséquent, que faut-il faire avec la liberté des modernes? Eh bien, la liberté des modernes, c'est de ne pas s'occuper des affaires politiques, ou plutôt de le faire tous les 5 ans, je sais pas, 6 ans, enfin le jour de l'élection, de laisser ça à des représentants. Rousseau était totalement opposé à la représentation, parce que c'est l'idée que d'autres vont décider à la place du peuple, même pendant un mandat. Mais pour Benjamin Constant, ça a une valeur positive, c'est-à-dire pouvoir s'occuper de soi. Bon. Alors les libéraux, justement, considèrent que la liberté, c'est d'abord la liberté de l'individu, et je dirais, c'est parce là aussi, j'insiste sur ce point, peut-être qu'il est décalé par rapport à la situation en Grèce, mais en France, on emploie sans cesse dans le débat public le mot libéral ou le mot républicain. Et au fond, ce sont généralement des termes qui ne sont jamais définis. La vraie source, je crois que c'est celle que j'essaie d'indiquer. Rousseau, le républicain. Constant, j'allais dire Macron. Constant, le libéral. Non, parce qu'on m'a demandé... toujours à l'ambassade, s'il fallait traduire politiquement, alors je dirais, plutôt que je le redis, hein, puisque c'est ce que je pense, Rousseau, c'est plutôt, je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que vous le connaissez, c'est plutôt Mélenchon, chez nous, Macron, c'est plutôt Benjamin Constant. Alors, la conception libérale, c'est une conception, elle est facile à comprendre, c'est une conception que je qualifierais de la manière suivante, elle est anti-sacrificielle. L'individu n'a pas à sacrifier sa volonté particulière à la volonté générale. Et Constant est tout à fait cohérent. Constant, si je puis dire, est tout à fait cohérent, c'est-à-dire qu'il est déjà contre le service militaire obligatoire. Évidemment, comme tous les libéraux, il est très méfiant à l'égard des impôts. Parce que les impôts, c'est une ponction du public sur la richesse privée. Et c'est là où ça devient intéressant, dans ce texte, La liberté des anciens contre celle des modernes, il s'en prend à Rousseau. Il s'en prend à Rousseau parce qu'il dit, au fond, le modèle de Rousseau, c'est pas tellement Athènes, c'est Sparte.
c'est-à-dire une vie de mobilisation permanente des citoyens pour la cité, où on sacrifie la partie, l'individu, au tout, la cité, une vie militarisée en quelque sorte, une vie où la valeur individuelle ne vaut pas. C'est la force du libéralisme de rappeler la valeur de la liberté de l'individu qui n'est pas toujours, et qui n'a de moins en moins, qui n'avait déjà plus vraiment au XIXe siècle, au début du XIXe, quand écrit Benjamin Constant, la liberté des individus, spontanément, n'a pas envie de s'investir dans le politique nécessairement, mais dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Et au fond, il ne faut pas oublier que Benjamin Constant écrit en 1819, donc après la Révolution française et même après l'Empire, et il reproche à la Révolution française, plus exactement d'ailleurs à la Terreur, à Robespierre, qui était un grand fanatique fanatique, je ne le dis pas au sens premier, un grand fan, un grand admirateur de Rousseau, il reproche au fond à Robespierre d'avoir essayé de faire du Rousseau dans la modernité. La Terreur, c'est d'après Constant, et c'est une analyse qu'il faut entendre, surtout qu'elle va me permettre de déboucher sur le troisième et dernier point, la Terreur, c'est la preuve pour Benjamin Constant que si on essaye de ressusciter cette politique de l'autonomie du peuple souverain, de la valeur supérieure de la politique, si, comme le dit Rousseau, parce que ça, Benjamin Constant, qui est le premier au fond à dire que Rousseau, c'est l'inventeur par avance, si je puis dire, du totalitarisme. Peut-être vous connaissez la fameuse formule de Gavroche, l'enfant des misérables, qui finira tué sur une barricade en 1832. C'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire. Bon. Je laisse de côté Voltaire parce que comme démocrate, on en trouverait d'autres. J'avais cité, Voltaire dit sitôt qu'on laisse la place à la populace, tout est perdu. Bon, donc ce n'est pas exactement la conception démocratique de Rousseau. Donc c'est la faute à Rousseau, c'est ce que dit Constant, c'est la terreur, c'est la faute à Rousseau, c'est-à-dire c'est la faute de ceux qui pensent que la vraie liberté, ça reste celle de s'engager comme citoyen, même si on n'en a pas envie, alors que la vraie liberté, c'est celle de se retirer des affaires publiques si vraiment elles ne nous intéressent pas. Et alors, Constant, pour montrer, c'est une tradition qui se prolongera jusqu'aujourd'hui, que Rousseau, ce que je ne crois pas personnellement, que Rousseau est le fondateur quasiment du totalitarisme, va beaucoup insister sur une phrase du contrat social, quand Rousseau se pose la question de savoir mais que fera-t-on des individus et des citoyens qui ne voudront pas se soumettre à l'intérêt général, même s'ils ont participé à la délibération, à la loi. Il faut qu'ils y participent, mais admettons qu'ils n'y participent pas, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Admettons qu'ils y participent, mais qu'ils ne respectent pas la loi qu'ils ont eux-mêmes votée, que fera-t-on d'eux? Et la réponse de Rousseau, c'est on les forcera à être libres. Alors évidemment, ça a donné lieu à toutes sortes, c'est tout à fait du Robespierre d'ailleurs, la vertu par la terreur, la liberté par la terreur, on les forcera à être libres. Bon, c'est une formule, il faut être quand même juste avec Rousseau, mais là j'ai donné des arguments en faveur du libéralisme, mais tout dépend ce qu'on entend par le mot libre, ce qui veut dire, lui, puisque pour Rousseau, libre veut dire autonome, être en capacité de n'obéir qu'aux lois qu'on s'est collectivement données. Eh bien, il me semble que dès lors qu'on déclare que l'école est obligatoire, on force les individus à être libres. Pour un libéral authentique et même un peu radical, l'école obligatoire publique en particulier, c'est une horreur, puisque c'est la socialisation de la vie privée par le politique. Bon. Pour un républicain, l'école obligatoire et publique, c'est une exigence, parce qu'on ne forcera pas les individus à être libres au sens de la liberté libérale, parce qu'ils le sont déjà, les libéraux. Pour les libéraux, nous sommes déjà libres de faire ce que nous voulons, de choisir A plutôt que B, de préférer boire à manger, de préférer les hommes, les femmes, bon, très bien. Mais la liberté au sens de Rousseau, c'est les résultats d'un apprentissage, d'un usage de la liberté. Autrement dit, on les forcera à être libres, ça veut dire on les forcera à devenir libres, et pour cela, il n'est pas la peine de penser directement au camp de concentration ou à la terreur révolutionnaire, à la guillotine. Encore une fois, l'école obligatoire et publique suffit. Bon. Alors, je vais venir maintenant à la... Il faut me dire quand je dois m'arrêter, parce que sinon je continue très souvent, un peu trop. Hein. Donc, mais bon, 10 minutes à peu près, c'est ça, non? Ou un peu plus?
Donc j'espère avoir clarifié ces deux concepts de liberté, parce qu'au fond, le libéralisme et le républicanisme, du moins en Europe pas continentale, septentrionale, hein, peut-être moins un peu dans les pays méditerranéens, pardon, mais ce sont les deux écoles de pensée, là j'ai cité les philosophes, mais évidemment il y aura des représentants politiques, les deux écoles de pensée qui partagent une chose, c'est de faire de la liberté le concept central de la politique, mais qui, à l'intérieur de ce point commun, si je puis dire, à l'intérieur de ce domaine commun, s'opposent entre eux, c'est l'opposition entre disons, les représentants de l'État très laïque républicain à la française, et puis les représentants ou ceux qui sont plutôt libéraux, c'est-à-dire qui pensent qu'il faut laisser aux individus le soin de définir eux-mêmes leurs propres valeurs ou leur propre mode de vie. Mais ça reste à l'intérieur du champ de la démocratie au sens précis de forme de société et forme de gouvernement qui fait de la liberté l'alpha et l'oméga, je dirais, de la politique. Là où il va se passer quelque chose qui, à mon avis, éclaire beaucoup de la situation présente, c'est qu'au XXe siècle, et en particulier au cours de la Seconde Guerre mondiale, la question de la liberté politique va se reposer d'une manière assez dramatique, en particulier en rapport avec la montée des États totalitaires. Et rappelez-vous ce que Constant disait de Rousseau, à savoir que Rousseau, c'est la cause philosophique de Robespierre. Cet argument va se retrouver lorsque va se poser la question de savoir que faut-il faire après que l'on a constaté que la démocratie n'était pas la garantie forcément du droit, puisque c'est démocratiquement que c'est l'exemple toujours pris, évidemment, plus qu'un exemple, mais c'est démocratiquement que le parti nazi a accédé au pouvoir. De là, on a souvent conclu, des penseurs plutôt libéraux, évidemment, mais qui vont devenir néolibéraux, on a conclu que le peuple n'était pas à lui-même source de sa propre survie juridique, qu'au fond la confiance républicaine dans le peuple était beaucoup trop marquée, et qu'il fallait donc trouver le moyen d'établir des États, des constitutions plus exactement, qui fassent en sorte que les constitutions ne soient plus, c'est la formule qui était souvent employée dans les années 40, un pacte suicidaire. Un pacte suicidaire, c'est-à-dire qu'elle soit plus rousseauiste, c'est-à-dire fondée sur l'idée que le peuple pouvait tout choisir, y compris, puisqu'il est souverain, y compris son propre... comment dirais-je, qu'il pouvait même choisir de ne plus être démocratique. Et effectivement, on peut dire, mais je ne suis pas sûr que ça atteigne beaucoup la thèse républicaine, enfin on peut considérer, envisager, enfin on peut constater plus exactement que le peuple peut, et peut-être c'est aujourd'hui quelque chose qu'on entend encore plus facilement, peut à certaines occasions, selon certaines dans des périodes de crise, choisir majoritairement un gouvernement qui va abolir ses propres droits, qui va abolir les droits du peuple. Bon. Alors après, je ne suis pas historien, mais enfin quand même toujours rappeler un certain nombre de choses, à commencer d'ailleurs par le fait que on dit souvent la démocratie, d'accord, mais Hitler est arrivé démocratiquement au pouvoir. Il est arrivé démocratiquement au pouvoir, mais premièrement, il n'a jamais été majoritaire, il a donc bien dû avoir des alliés. Deuxièmement, la première chose qu'il a faite, c'est précisément faire en sorte qu'il n'y ait plus de loi, mais que des décrets. Forcément, parce que si on veut faire une politique raciale, on ne peut pas considérer, donc c'est pas un républicain, ça va de soi, mais là pour le coup Rousseau n'y est pour rien. Si on veut faire des lois spécifiquement contre les juifs, il est évident, ce qu'a fait évidemment Hitler, il est évident que ce ne sont plus des lois au sens de Rousseau, ce n'est pas des lois où tout le monde participe et qui s'appliquent à tous. Bon, enfin je referme cette parenthèse, mais parfois il faut le préciser, parce que Rousseau est tellement détesté qu'on est obligé d'atteindre le point Goldwyn. Donc en tout ou seulement pour moi? Pour moi? Ah bon, c'est plus qu'il en faut. Toujours est-il que des juristes allemands qui se sont posé la question de la fondation de la constitution de la nouvelle République fédérale d'Allemagne, donc après le Troisième Reich évidemment,
se sont posé la question donc, de savoir s'il fallait une constitution libérale ou une constitution républicaine. Et ils ont constaté, à raison, que la constitution de la République de Weimar, donc j'en suis maintenant au point qui va nous amener au néolibéralisme, la constitution de la République de Weimar était une constitution, on peut dire, si je reprends mes catégories, enfin c'est pas les miennes, mais républicaine, rousseauiste. Pourquoi ? Parce que dans cette constitution, le peuple ou ses représentants pouvaient, sous certaines conditions, annuler ou en tout cas suspendre les protections individuelles des individus, les protections juridiques individuelles. En l'occurrence, soit par un référendum, soit par la majorité des 2/3 du Reichstag à l'époque, il était prévu constitutionnellement que pendant un temps donné, c'est ce qu'on appelle la théorie de la dictature, pendant un temps donné, les droits individuels, les droits de protection libéraux de l'individu, des libertés individuelles, soient suspendus. Or, les nazis n'ont jamais fait de constitution. Ils ont rempli la constitution de Weimar, si je puis dire. Ils ont d'ailleurs fait procéder par les deux possibilités, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois fait le vote du Reichstag en 1934 et le plébiscite. Et dans les deux cas, bon, une fois qu'on avait quand même un peu dégommé déjà l'opposition, mais enfin dans les deux cas, ils ont obtenu un quitus à leur politique, enfin les pleins pouvoirs d'Hitler, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas eu de constitution nazie. La constitution à l'œuvre, c'était toujours officiellement celle de Weimar, mais elle était suspendue. Elle était suspendue par la volonté du peuple, c'est-à-dire les 2/3 du Parlement, plus des 2/3, et le dernier vote qui aura lieu en 1934, celui sur les pleins pouvoirs donnés à Hitler. Bon. En 1933 d'ailleurs. Et alors évidemment, les juristes libéraux, mais qui s'appelleront eux-mêmes ordo-libéraux, allemands, vont, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer, ça viendra peut-être dans les questions si vous le souhaitez, ce sont, et on comprend tout à fait pourquoi, de poser la question de savoir que va-t-on pouvoir fonder comme constitution pour le nouvel État allemand qui rendra absolument impossible ce qui s'est passé une première fois en Allemagne. C'est-à-dire impossible que le peuple, Rousseau disait, ce que le peuple a fait, il peut le défaire. Et ça, évidemment, c'est antilibéral. C'est-à-dire le peuple ne peut pas défaire, même le peuple, même la majorité, disons, ne peut pas défaire les droits de l'individu pour un libéral. Et on peut parfaitement l'entendre. Donc il faut des protections juridiques. Jusque-là, c'est libéral. Et la République fédérale d'Allemagne, la constitution de la RFA, qui a beaucoup inspiré la constitution, malgré tout, de l'Europe, de l'institution européenne, et en particulier le projet de constitution européenne de 2005. Elle prévoit, pour éviter de se retrouver dans des situations comparables à celles du Troisième Reich, de l'arrivée du Troisième Reich au pouvoir, elle interdit d'emblée, même sous conditions majoritaires, au peuple, aux citoyens, disons, de prendre des décisions qui contreviendraient à des principes fondamentaux de protection individuelle. Même si, je répète, la majorité du peuple veut l'abrogation des principes des droits de l'homme, par exemple, eh bien, c'est impossible. D'où le fait qu'en Allemagne, mais c'est un peu le modèle américain, en Allemagne, la Constitution et le tribunal constitutionnel qui l'accompagne, la Constitution, c'est tout de même le texte sacré. C'est-à-dire que même si l'Assemblée vote une loi, si le tribunal constitutionnel de Karlsruhe s'oppose à cette loi, la loi n'est pas valide. Et là, on est typiquement dans un cas libéral. C'est-à-dire le pouvoir législatif propose une loi, vote une loi, mais c'est le pouvoir judiciaire qui va s'opposer à l'application de cette loi. Peut-être vous avez vu, parce qu'évidemment vous avez été pris en Grèce dans ces affaires, enfin toute l'Europe, mais les Grecs beaucoup plus douloureusement. Chaque fois qu'il y avait, pourtant c'était pas vraiment un effort demandé aux Allemands, mais enfin, chaque fois qu'il y avait une nouvelle donne institutionnelle européenne, je veux dire, il fallait que le tribunal de Karlsruhe se réunissent pour savoir s'il n'y avait pas une contradiction entre la nouvelle version des institutions européennes et la constitution allemande. Donc c'est du sérieux, je dirais, la constitution là-bas. Mais c'est du sérieux parce qu'il faut protéger absolument, et on comprend tout à fait pourquoi historiquement, il faut absolument protéger l'individu contre le peuple, contre la masse. Bon. Alors jusque-là, ça va, mais dans l'ordolibéralisme, je vais maintenant dire néolibéralisme, il faut toujours employer des termes qui sont un peu trompeurs, mais enfin bon, pour le distinguer du libéralisme.
Dans l'ordolibéralisme, il y a quelque chose d'autre. Il y a cette idée que l'une des causes de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, c'est pas seulement le peuple qui ne sait jamais ce qu'il faut faire, c'est que l'État, déjà sous Weimar, et d'une manière générale dans les années 30, à la suite de la crise de 29, l'État avait trop de prérogatives économiques. Et que cette concentration de prérogatives économiques entre les mains de l'État, elle s'est transférée de l'Allemagne démocratique à l'Allemagne totalitaire. Autrement dit, qu'il y avait une des causes du régime nazi, c'est que l'État avait un pouvoir trop important dans le champ économique. Autrement dit, et c'est ça ce qui fait la spécificité du néolibéralisme sous toutes ses formes, là c'est la forme allemande que j'évoque, l'ordolibéralisme, mais c'est plus facile à expliquer en termes d'exemple, mais dans la version qui a fini par l'emporter, donc la version plutôt autrichienne, parce qu'ils viennent tous d'Autriche au départ, mais américaine, celle de Friedrich Hayek, par exemple, qui a été le professeur de Margaret Thatcher, entre autres, et le grand inspirateur de Ronald Reagan, pas à titre personnel de Ronald Reagan, mais de ses conseillers, celle qui va triompher dans les années 80. Au fond, il faut mettre en garde, ou il faut préserver le marché économique des aventures démocratiques, c'est-à-dire des risques démocratiques de ce peuple ou de ces gouvernants qui veulent socialiser la richesse privée. En gros. Bon. Pour Hayek, par exemple, qui est un juif autrichien réfugié à Londres, il publie un livre en 1945, c'est-à-dire au moment où, pour des raisons personnelles et politiques, il pourrait, et il est, heureux de la victoire des démocraties contre les fascismes, il écrit un livre qui s'appelle « La route de la servitude », où il explique qu'en réalité, on est en train de prendre la route de la servitude, parce que 1945, c'est le moment de l'État social, du plan Beveridge en Angleterre, de la sécurité sociale en France, c'est encore... Ça n'aimait pas du tout le New Deal aux États-Unis, l'État-providence américain, c'est Roosevelt, Truman, et Hayek défend, à ce moment-là personne ne l'entend, mais on l'entendra 30 ans plus tard, propose de déréguler totalement la sphère économique. Il propose, c'est la formule qu'il emploie souvent, détrôner la politique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire de la politique, ça ne mène qu'à des malheurs, il faut faire de l'économie, il faut que la liberté soit, et c'est ça le propre du néolibéralisme, la liberté n'est qu'un attribut économique. Et par conséquent, on va avoir là, et je vais clore là-dessus, quelque chose d'assez troublant qui va se produire, deux choses. C'est que le néolibéralisme, qui est une doctrine qu'il faut prendre au sérieux, qui est puissante, je veux dire intellectuellement puissante, puisqu'elle a quand même, elle a réussi, c'est qu'elle devait épouser un certain nombre de désirs individuels. Je dirais, elle épouse déjà le désir de ne plus s'occuper trop de politique au sens actif et participatif du terme. Ça, pour le coup, c'est le point commun avec Constant, s'occuper de soi, s'occuper de sa vie, et donc rentrer dans le marché concurrentiel. Mais ça va impliquer un certain nombre de choses qu'on voit tout à fait, là, c'est pour le coup, j'en parle un peu aussi parce que je suis à Athènes. Si on veut empêcher que le peuple ou que les majorités ne se préoccupent ou mettent en cause non seulement les libertés politiques, ça c'est le libéralisme, mais les libertés économiques, ça c'est le néolibéralisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut constitutionnaliser l'économie. Il faut donc introduire dans la constitution d'un État, ce qui est le cas dans l'ordolibéralisme allemand, il faut introduire dans la Constitution un certain nombre de règles budgétaires qui font que même si l'Assemblée élue démocratiquement veut une politique qui ne respectera pas un certain nombre de critères économiques budgétaires, vous en savez quelque chose, elle ne pourra pas l'obtenir. D'accord ? Et entre le libéralisme et le néolibéralisme classique et le néolibéralisme, il y a une extension considérable de la sphère de constitutionnalité, si je puis dire les choses de manière un peu technique. C'est-à-dire que ce qui était constitutionnel, c'était les droits de l'homme, c'était la liberté de la presse, c'était la liberté d'opinion. Autrement dit, même si un peuple décide d'abolir la liberté, la majorité d'un peuple décide, une assemblée décide d'abolir la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté de croyance, on ne peut pas. Ça serait anticonstitutionnel. Mais si on étend cette clause de constitutionnalité à des politiques économiques
qui devrait en principe, me semble-t-il, relever de la souveraineté quand même populaire. Bon. Eh bien, on arrive au néolibéralisme, c'est-à-dire à cette thèse qui consiste au fond à penser que le meilleur moyen d'éviter, si on prend les choses de manière positive, si on pense que c'est une conception qui est animée par des bons sentiments, hein, et à certains égards, chez Hayek, enfin bons sentiments, chez Hayek c'est le cas, c'est-à-dire au fond pour éviter des drames historiques de type Deuxième Guerre mondiale ou fascisme, eh bien, il faut constitutionnaliser la politique économique, c'est-à-dire au fond rendre absolument définitive des options économiques qui pourtant ne sont pas inscrites dans le marbre des droits de l'homme. Hein, la liberté, la libre concurrence non faussée, etc. Je conclus en disant que le néolibéralisme est, à mon sens, qu'on le partage ou pas, bon, je suppose que ça s'entend dans ce que je dis, je ne suis pas un grand fanatique, mais il est infidèle non seulement au républicanisme, c'est évident, mais au libéralisme, c'est-à-dire au fond aux deux doctrines qui font de la liberté dans la modernité le centre. Il est infidèle, enfin il est infidèle, il prétend d'ailleurs l'être, hein, au républicanisme à la Rousseau, c'est tout à fait certain, puisqu'il ne faut plus que la politique soit, la citoyenneté soit le... D'ailleurs, Hayek ne dit jamais démocratie, il dit catalaxie, là aussi on est encore dans le champ grec, la société fondée sur les échanges. C'est plus le marché est une partie de la société, c'est la société, c'est le marché, ou le marché, c'est la société. Donc c'est évidemment infidèle et même critique à l'égard de la liberté politique républicaine. Mais c'est aussi infidèle à l'égard du libéralisme. Parce que ce que nous constatons, c'est là-dessus que je vais clore de manière forcément optimiste, hein, je m'en excuse, mais c'est que nous constatons quand même, je crois, que cette conception néolibérale, qui donc fait de la liberté exclusivement un attribut économique, ou principalement, ou principiellement, de manière au niveau du principe de la liberté, c'est une capacité économique et pas politique. Est-ce que le néolibéralisme est compatible ou implique nécessairement le respect libéral de la liberté des individus? Bon, alors évidemment, chacun peut apprécier la situation mondiale ou politique mondiale comme il l'entend, mais il me semble quand même que si on est libéral, c'est pas mon cas, mais si on n'est pas républicain, si on est libéral, on peut quand même être un peu étonné. Je parle que de la situation des pays européens, en particulier celui que je connais mieux, la France. On peut quand même être étonné, depuis une vingtaine d'années maintenant, du nombre incroyable de lois de plus en plus restrictives en termes de liberté individuelle, je ne me mets que du point de vue libéral, qui sont liées en général aux politiques sécuritaires, où il y en a eu 20, il y en a eu 21 ces 22 dernières années, donc une loi pénale nouvelle ou antiterroriste nouvelle tous les ans. Et quand je dis nouvelle, je veux pas dire par là, pas nouvelle au sens où elle apporterait une nouveauté, parce que le principe, c'est toujours de restreindre les libertés publiques, toujours, et individuelles. Autrement dit, la question qui se pose quand même, je crois, à nous, par rapport au néolibéralisme, c'est de savoir que vaut ou que signifie ici le mot liberté. Parce que, bien sûr, ça ne veut plus dire souveraineté du peuple, puisque le peuple, on vient de le voir, ne peut plus majoritairement décider de sa politique économique, en gros. Bon, si je caricature, mais à peine. Mais ça ne veut pas forcément dire non plus liberté individuelle. Ce qui est beaucoup plus caractéristique de notre temps, je dirais, c'est plutôt ce que j'appellerais libéralisme autoritaire. C'est-à-dire, en réalité, c'est ça le néolibéralisme à mes yeux, hein, c'est l'hypothèse que je présente, bon, c'est-à-dire en réalité pleine liberté d'entreprendre. Dans le champ économique, là, l'État ne régule pas, mais dans le champ, disons, des libertés individuelles, intervention, sur-intervention d'ailleurs de l'État, ou pas forcément d'ailleurs de l'État, parfois d'entreprises privées. Bon, là, ça renvoie à tous les problèmes liés aux nouvelles technologies. Le modèle néolibéral, ce n'est pas que le modèle américain, où les libertés individuelles sont encore respectées globalement, parce que c'est un état de droit traditionnel. Le néolibéralisme, c'est aussi la Chine, c'est Singapour. C'est-à-dire, je m'arrête là parce que, bon, voilà, on ne va pas se rapprocher trop des frontières européennes, mais le néolibéralisme, c'est-à-dire le fait d'être dans une politique de pleine concurrence économique tout en étant en même temps dans des systèmes passablement autoritaires, cela démontre qu'il n'y a pas forcément ce qui me paraît d'ailleurs évident, mais bon, il faut peut-être le rappeler, de caractère naturel du lien entre la démocratie
et la société de marché capitaliste. Qu'en réalité, si l'on est attaché aux libertés, qu'elles soient politiques au sens républicain ou individuelles au sens libéral, alors peut-être faut-il se poser, et surtout à une heure où la réaction, et je m'arrête là maintenant, vraiment, la réaction à cette tentative de dépolitiser le monde qu'est le néolibéralisme, c'est-à-dire de considérer qu'au fond la politique est une affaire de gestion, que c'est une affaire qu'il faut laisser à ceux qui s'y connaissent, c'est-à-dire aux économistes, que la politique ne nous a amené jamais que des ennuis historiques, voire des drames, des tragédies. Bon. Et que donc il faut laisser faire le marché, peut-être demain les algorithmes. La dépolitisation néolibérale du monde, c'est peut-être une promesse, après tout, je le répète, hein, on peut la comprendre. Pourquoi s'occuper de politique? Le problème, c'est qu'il y a une question à laquelle elle ne répond pas, c'est comment les gens se repolitisent-ils? Or, nous assistons aujourd'hui à des repolitisations massives des individus, dans les pays européens du moins, pas seulement européens, je pense au Brésil. C'est-à-dire comment, où vont-ils, dans quelle direction vont-ils pour récupérer cette liberté comme pouvoir et autonomie? Hélas, la dépolitisation totale du monde par le néolibéralisme produit plutôt des tentatives de repolitisation nationaliste, identitaire, fantasmatique, qui en réalité sont exactement à l'inverse de ceux dont le libéralisme devait nous protéger. C'est-à-dire que cette idée qu'il ne faut plus, au fond, que le peuple se mobilise politiquement parce que cela crée des drames, c'est très exactement, me semble-t-il, ce qui est en train de se produire, mais précisément parce qu'on a essayé de le dépolitiser par tous les moyens, c'est-à-dire, au fond, en faisant de l'économie le lieu ultime de l'expérience de nos libertés. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez poser des questions. Je vais mettre ça alors. Comment ça se met? Ils vont peut-être parler français aussi. Oui, c'est ça, je vais attendre. Bonsoir, félicitations pour votre intervention. Et par la suite, je voudrais vous demander, dans les années 90, avec la chute du mur de Berlin et la dissolution de l'Union soviétique, Fukuyama a dit que c'était la fin de l'histoire. 30 ans plus tard, vous pensez qu'avec la dépolitisation qui existe et avec les lois restrictives dont vous avez parlé, c'est la fin de la liberté? Fin de l'histoire, parce que justement Fukuyama avait effectivement prophétisé en 1989 que, enfin, sa thèse était plus complexe que ça, mais c'est ce qu'on en a retenu et il la défendait, que c'était la fin de l'histoire, c'est-à-dire que les grandes idéologies qui s'opposaient traditionnellement, et le féodalisme contre le capitalisme, le capitalisme contre le communisme étant vaincu par chaos par la victoire du capitalisme, le marché et la démocratie seraient devenus dureraient 1000 ans, je crois que c'est ce qu'il avait dit, au fond, que c'était devenu éternel. Bon. Alors, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, je crois, je ne sais pas encore, j'espère que non, que ce n'est pas la fin des libertés, mais c'est la preuve que ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que précisément la promesse de dépolitisation n'a pas été tenue. Bon, à titre personnel, je m'en félicite, parce que je pense que le rêve un peu, comment dirais-je, très Google, enfin très nouvelle technologie, très Silicon Valley, selon laquelle on n'a plus besoin de faire de politique, que maintenant il faut faire pas seulement de l'argent, hein, ça renvoie à des choses un peu plus compliquées, mais la réussite personnelle, etc., ce rêve de dépolitisation était déjà plutôt un cauchemar à mes yeux. Bon. Mais là où ça devient problématique davantage, encore, c'est que la repolitisation passe maintenant
pour l'instant majoritairement, alors là j'espère que ça ne sera pas définitif, passe majoritairement dans l'opinion publique mondiale, hein, maintenant on peut parler quand même de phénomène mondial, plutôt que par un sursaut d'émancipation, de volonté progressiste, je ne dis même pas forcément de gauche, il pourrait être traditionnaliste et libéral au sens classique du terme, mais non, le sursaut, si on peut dire, passe vraiment par de l'identitaire, du nationaliste, et de ce point de vue, alors s'ils accèdent au pouvoir, ils ont déjà accédé au pouvoir dans un certain nombre de pays, alors là, oui, je crains que ce soit la fin des libertés politiques, oui. Mais c'est pas sûr, hein. Dans votre présentation, que j'ai beaucoup appréciée, vous vous êtes fait l'avocat du modèle républicain par opposition au modèle libéral. Vous avez rappelé, à mon avis, justement, que la politique libérale, la version libérale, tend à une... Alors, je vais utiliser un terme de Carl Schmitt, mais ça va dans le sens de ce que vous dites, d'une neutralisation du politique, d'une dépolitisation de la vie et de l'activité humaine. Mais vous n'avez pas répondu pleinement à l'objection qu'un libéral comme Constant pourrait faire au modèle républicain. Vous avez évoqué le concept de volonté générale. Vous savez à quel point il est problématique. Rousseau fait une distinction que les philosophes connaissent bien entre volonté de tous et volonté générale. La volonté générale tend, selon lui, à l'intérêt général. Mais ce concept d'intérêt général, de bien commun, premièrement, n'est-il pas problématique? Est-ce qu'il est si facile que ça, eu égard à la diversité des intérêts des groupes sociaux, hein, la réalité sociale dans sa complexité et la multiplicité d'une population, est-ce qu'il n'est pas difficile de trancher et de décider de ce qu'est l'intérêt commun? Et à cet égard, je voudrais dire comment comment pourrait-on empêcher, dans la version républicaine, que... alors je reviens à la fameuse critique de Constant contre le reproche fait à Rousseau d'avoir inspiré l'épisode de la terreur. Comment pourrait-on empêcher que certaines personnes, certains politiques, confisquent en quelque sorte l'idée de volonté générale et, au nom du salut public, comme l'avait fait Saint-Just ou Robespierre, prennent des décisions qui pourraient être absolument, je dirais, destructrices de toute forme de liberté individuelle, parlant au nom du peuple. Et vous-même, là, vous vous inquiétez d'une récupération, je dirais, d'une montée de ce que vous appelez le populisme. Mais... Ah non, jamais. Non, enfin moi j'appelle jamais ça populisme, mais, d'accord, mais bon, vous avez évoqué le nationalisme. Ah oui, mais c'est pas pareil. Mais non, mais j'ai compris. Mais déjà, vous faites d'une part le défenseur d'un modèle républicain et vous mettez en garde contre l'expression d'une volonté qui serait la volonté populaire. N'est-ce pas, je n'en sais rien, vous allez me répondre, n'est-ce pas contradictoire? Merci. Merci. Alors j'espère que non. Bon, mais évidemment, j'ai évoqué ici les principes de l'opposition entre libéralisme et républicanisme. Je n'ai d'ailleurs pas... Bon, ça s'est senti que j'étais plutôt du côté républicain, mais mon point était surtout de montrer la différence du libéralisme et du néolibéralisme. C'est-à-dire, mais cela dit, je ne vais pas me dérober. Hein. La question de savoir comment mettre en œuvre institutionnellement le républicanisme... À la Rousseau, c'est une question très ancienne. Même Rousseau lui-même se l'est posé puisqu'il a écrit des essais de constitution. Et c'est vrai que ça ne suffit pas de dire il faut la volonté générale plutôt que la volonté de tous ou que même la volonté particulière. Par contre, je peux quand même répondre 2 points sur ce que vous avez dit. Comment faire face à ceux qui, au nom du peuple, prétendent réaliser le bien commun et le faire par des moyens qui sont souvent des moyens violents?
Bah, ce au nom du peuple, il est justement pas républicain, parce que alors bon, moi j'aime pas du tout le mot populiste, mais si on appelle populiste celui qui parle au nom du peuple, c'est-à-dire au fond qui fait de sa voix la voix du peuple, alors on est typiquement dans un modèle qui est absolument pas républicain, puisque c'est de la représentation, c'est même plus les représentants, c'est un représentant, le chef, quoi, qui représente le peuple lui-même. Alors évidemment, avec ça, on n'a pas réglé la question de l'application d'un système républicain. Simplement, ce qu'on peut quand même dire des choses, même inspiré de ce qu'a dit Rousseau. Il a écrit un projet de constitution sur la Pologne, qui serait assez intéressant de relire aujourd'hui, enfin bon, sur la Corse aussi. Et là, il met un peu de l'eau dans son vin, parce qu'évidemment, il voit bien que la Pologne et la Corse, déjà, même à l'époque, même la Corse, à son époque, ça, c'est pas Athènes, l'Athènes antique, je veux dire, on peut pas mettre 2000 personnes sur une agora, donc la démocratie participative, active, est limitée. Bon. Donc il admet un certain degré, par exemple, de représentation. Par contre, il est favorable, moi je ne suis pas forcément totalement hostile, enfin je suis hostile, mais pas totalement, à ce qu'il appelle le mandat impératif. C'est-à-dire, au fond, puisqu'on n'arrête pas de constater l'opposition entre la volonté du peuple et la volonté de ses représentants, alors moi je suis hostile au mandat impératif. Par contre, je serais assez favorable à l'idée d'une procédure révocatoire, comme elle existe d'ailleurs aux États-Unis, dans certains États, pas aux États-Unis, mais dans certains États des États-Unis, c'est-à-dire si une majorité des électeurs considère avant la fin d'un mandat qu'un représentant n'a pas comment dirais-je, tenu pas seulement ses promesses, ce pourquoi il a été élu, alors on peut imaginer des instances de représentation, d'annulation de son élection. Mais surtout, ce qui est fondamental, c'est qu'il faut moi je suis pas homme politique et j'ai pas de solution, hein. Mais le renforcement du pouvoir législatif, par différence avec ce qui est quand même le fait massif depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire le renforcement du pouvoir exécutif, dans tous les domaines, hein, y compris d'ailleurs même dans le domaine économique à certains égards, mais enfin surtout dans le domaine juridique. Ça, c'est l'aspect qu'à mon avis, les penseurs libéraux n'ont pas, à la différence de Rousseau, n'ont pas vu. C'est-à-dire qu'en réalité, si le pouvoir souverain, c'est le pouvoir législatif, eh bien, un grand nombre des maux de nos démocraties un peu fatiguées seraient, à mon sens, c'est pour ça que je me suis permis de dire, bon, je n'ai pas d'intérêt dans l'affaire, hein, que l'élection du président de la République au pouvoir, au suffrage universel, excusez-moi, est un véritable... alors là, c'est un attentat rousseauiste, si vous voulez, parce que c'est le peuple qui désigne le pouvoir exécutif, et qui le fait donc de manière, comme c'est lui qui le fait, la représentation vaut, pour la France, 65 millions à 1. Bon, donc déjà, c'est aberrant. Deuxièmement, il est bien évident que si le pouvoir exécutif est renforcé par le suffrage universel, il annihile le pouvoir législatif. Bon, ça c'est évident. Qu'est-ce que pèse un député élu par 20 000 personnes, ou 30 000 ou 40 000 peut-être, face à un président élu par, par combien, 12 millions d'électeurs. Autrement dit, là, on est dans des... Il s'agit, je n'ai pas du tout la prétention, et certainement pas, ça pourrait donner un peu de Robespierre, là je vous suivrais, d'appliquer comme ça à la lettre du Rousseau. Mais l'idée que au fond, si le pouvoir législatif, dans des conditions de participation active à la démocratie, qui supposerait aussi des réformes en matière d'éducation et certainement aussi une réflexion sur la manière dont les médias fonctionnent, hein. Bon. Tout cela, évidemment, ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, et les individus ou les citoyens ne deviennent pas libres du jour au lendemain. Au fond, c'est ça. Bon, si je défends le républicanisme plutôt que Rousseau plutôt que Constant, c'est parce que je pense que la liberté, c'est une conquête et pas une donnée. Voilà. Mais je respecte tout à fait les théories qui considèrent que c'est une donnée et qu'il faut donc la préserver par tous les moyens et non pas une conquête qu'il faut instituer. Mais à la limite, je dirais, si vraiment on prend les choses d'un point de vue stratégique, je serais plutôt là pour une sorte d'alliance entre les libéraux et les républicains face à ceux qui considèrent que la liberté n'est de toute façon pas au centre, quelle que soit sa définition, au centre de la politique.
vous nous avez proposé un médicament contre le néolibéralisme. C'est la constitutionnalisation de la politique économique. Ma question est la suivante. Quand Benjamin Constant s'en prend au Rousseau, il se réfère à la Révolution française, n'est-ce pas? Et il n'est pas contre la Révolution française, il est contre la terreur. Il est un libéral. Ma question est la suivante. Dans cette Constitution, pendant la période de la Révolution française, est-ce qu'il y avait dedans, est-ce qu'il y avait dans la Constitution, comment dirais-je, une constitution de la politique économique? C'est ça le problème. C'est ça le problème pour moi. Ça veut dire la Révolution, dans la Révolution française, dans les principes, la devise, liberté, fraternité, égalité. Est-ce qu'on prend en compte à cette époque-là la force, la puissance de la politique économique qui pourrait contrecarrer les droits de liberté individuelle? Est-ce que vous faites une comparaison de ce qui se passe actuellement, avec ce qui s'est passé pendant la Révolution française? Et est-ce qu'il y a une différence, une grande différence entre la constitution de la politique économique pendant cette période et cette période que nous vivons maintenant? Je vous remercie. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir absolument compris. Je voudrais juste préciser une chose. La constitutionnalisation de la politique économique, c'est une définition du néolibéralisme. C'est-à-dire l'idée que un certain nombre de règles, en particulier budgétaires, mais pas seulement, la concurrence libre et non faussée, donc des règles relatives aux échanges marchands, doivent échapper à la volonté, je dirais pas seulement du peuple, la volonté d'un gouvernement, d'un État, et bon, si on est en démocratie, malgré tout, de la volonté du peuple. Bon. Alors, en ce sens-là, il n'y a pas eu de constitutionnalisation de la politique économique sous la Révolution française. La Révolution française, d'ailleurs, au passage, le projet de constitution le plus libéral, là vraiment, ou le plus libre de toute l'histoire de la France, c'est le projet de constitution de 1793. Bon, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça, qui laissait, donc en pleine enfin, avant la terreur, pendant mais il n'y avait pas, il y a eu une politique, la politique économique de Robespierre et de Saint-Just était une politique assez, on peut dire, interventionniste, au sens où, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a liquidé. Il a fixé le maximum, le prix maximum du pain, mais ça n'était pas constitutionnalisé. Parce qu'il faut distinguer les choses. Qu'un gouvernement élu démocratiquement fasse une politique économique ultra-libérale ou au contraire ultra-collectiviste, c'est une chose. Et il faut bien qu'il fasse une politique économique, d'une certaine manière. Constitutionnaliser une politique économique, cela veut dire que n'importe quel gouvernement, même s'il est élu pour faire une politique collectiviste, va devoir faire une politique néolibérale. Ou inversement, parce que voilà, il faut être égal, mais enfin, c'est pas tellement le cas aujourd'hui. Si on avait une constitution qui était, c'était le cas de l'Union soviétique, qui était fondée sur le rejet absolu du capitalisme, alors il était impossible qu'un parti, même s'il était majoritaire, qui serait pour le retour au capitalisme, puisse réaliser cet objectif. Bon. Voilà, donc c'est ça la constitutionnalisation des politiques économiques. Et en ce sens-là, je crois pas, enfin je suis même sûr que la Révolution ne l'avait, dans aucune de ses constitutions, il n'y a, sauf si on est vraiment marxiste et on dit au fond les droits de l'homme, la Constitution, c'est au fond c'est les droits du bourgeois, c'est une révolution, mais c'est pas mon avis, je suis pas marxiste sur ce point en tout cas. Je crois pas que la Révolution française était simplement une révolution de la bourgeoisie contre l'aristocratie et aux dépens aussi du prolétariat. Voilà. Donc, à ma connaissance, de constitutionnalisation des politiques économiques, il n'y a pas d'exemple, à ma connaissance. Je ne connais pas d'exemple, à part l'Union soviétique, mais avant le néolibéralisme, avant l'Allemagne, pour être précis.
Merci beaucoup. Je voudrais demander l'Athènes antique du temps de Socrate. Peut-on considérer qu'elle avait une république républicaine, une démocratie républicaine, et que Socrate était un libéral qui n'acceptait pas de participer aux affaires communes, aux affaires de la cité? À laquelle je ne m'attendais pas. Parce que, évidemment, bon, je comprends ce que vous suggérez. C'est toujours délicat d'utiliser des concepts modernes pour les appliquer à la philosophie antique. Bon, ce qui est certain. Alors, si on parle de Socrate, on parle du Socrate, enfin de Platon, hein, parce qu'il y en a plusieurs, mais celui de Platon. Hein. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'est pas un démocrate. C'est le moins qu'on puisse dire. En particulier, bon, le Socrate de la République s'oppose, mais je ne dirais pas qu'il s'oppose alors à la République, dans la preuve d'ailleurs, mais il s'oppose, c'est le premier grand critique de la médiocrité démocratique, c'est-à-dire au fond le régime qui met l'opinion au pouvoir, hein, c'est un régime qui est condamné à ignorer la supériorité de la vérité sur l'illusion ou sur l'erreur. Bon. Est-ce qu'on peut dire qu'il était libéral? Il est certain, c'est la lecture que fera plus tard Hegel. Socrate, c'est comme Jésus, si je puis dire, c'est les premiers à affirmer la liberté de l'individu face aux institutions existantes et à le payer de leur mort. Même si la mort de Jésus et celle de Socrate n'ont pas beaucoup de points communs, sinon qu'elles sont prématurées, je dirais. Bon. Et alors, en ce sens, on peut dire, alors là, mais c'est peut-être pas le Socrate de Platon, c'est peut-être l'individu Socrate, son caractère irrespectueux des normes de la cité, la liberté de ton, l'ironie, d'ailleurs, qu'il pratique systématiquement, ça pourrait être des caractéristiques du libéral, du bon libéral. Le libéral, en tant que le libéral, est toujours un peu libertaire, un peu anarchiste. Bon. Mais Platon, lui, le problème, c'est que Platon, lui, il a je dis bien Platon, hein, il a quand même beaucoup dogmatisé sur, un peu comme Saint Paul par rapport à Jésus, si vous voulez. Le Socrate était peut-être plus libéral et plus libertaire que Platon, et Jésus est aussi un peu plus libéral et libertaire, je sais pas, mais libéral que Saint Paul. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je voudrais vous demander si vous avez la possibilité de nous dire 2 mots sur votre imaginaire de l'avenir de la liberté, justement, et nous donner quelques indices sur votre trajectoire dans votre recherche philosophique. Merci. Ce sont 2 choses différentes. L'imaginaire de la liberté, ou là, bon, si je réponds pour moi, hein, j'ai été hier dans un quartier d'Athènes qui était à côté d'ici, qui s'appelle j'arrive jamais à retenir la manière. Exarchia, voilà. Où j'ai vu des choses qui m'ont fait penser un peu à Berlin, qui est aussi une ville dans laquelle je passe une partie de l'année. C'est-à-dire que je ne parlerai pas justement d'imaginaire. En fait, pour moi, la liberté, bon, ça c'est un aspect que je n'ai pas évoqué parce que je suis resté sur les aspects politiques, mais la liberté, c'est d'abord et avant tout une expérience. Mais c'est une expérience qui suppose des conditions politiques. L'illusion, je crois, c'est de croire que, il me semble, c'est de penser qu'on est libre. C'est une illusion à la fois libérale et anarchiste, au fond. Et moi, j'ai envie d'être libéral et anarchiste, mais j'y arrive pas parce que c'est-à-dire être libéral et anarchiste veut dire, au fond, la liberté, c'est la mienne, c'est celle que j'expérimente avec ceux que j'ai choisis, les amis, les amantes, les maîtresses, bon, ce qu'on veut, et je ne veux pas que l'État s'en occupe. Et j'aimerais être ça. Et c'est certainement ce qui se pratique à, je vais encore me tromper, Exarchia. Le problème, c'est que tout autour, il y a quand même l'État.
Et que tant que c'est toléré, ce genre d'expérience, là je prends un exemple que vous connaissez, mais si on pense à ce qui se passe en France, qu'on appelle les ZAD, les zones à défendre, c'est-à-dire des lieux justement où on expérimente sa liberté sous toutes ses formes. Hein. Moi je suis aussi j'aime beaucoup la vie nocturne, voilà, mais parce qu'elle est aussi une expérience démocratique. Bon, ces zones à défendre, c'est des choses que j'ai beaucoup d'amis qui y participent et tout. Bon, j'ai évidemment non seulement rien contre, mais je pense que il ne faut pas oublier que la politique institutionnelle, ça existe, et que par conséquent, imaginer des utopies politiques, c'est une chose, mais essayer de se donner les moyens de les réaliser, et pour cela, malgré tout, de poser la question de l'État, est valable. Alors, dans mon itinéraire, si vous voulez, ça, je dirais plus... Enfin, mon itinéraire... Hein, je ne vais pas le résumer ici, de toute façon ça n'intéresse personne, mais moi ce qui m'intéresse, à part ce livre sur la liberté, les choses qui m'intéressent, c'est justement des choses, la nuit, la consolation, bon, des choses qui se situent à l'interface de la politique, à la limite plutôt, pas l'interface, à la limite de la politique et du sensible, de l'expérience intime même. Il me semble que la démocratie, moi je m'intéresse moins j'ai défendu ici la perspective républicaine, parce que le concept, c'était le concept de liberté, qui me paraît que c'est la définition comme autonomie qui me convainc le plus. Mais au fond, mon itinéraire me ferait plutôt pencher vers la démocratie, mais pas la démocratie comme simple système d'élection, hein, électoral, comme forme de vie, ou plutôt comme forme de société. Autrement dit, qui admet aussi que qu'il peut y avoir une infinie diversité des formes de vie, mais que pour ça, des conditions doivent être remplies, en particulier en termes, disons, d'égalité sociale minimale, quoi, enfin, de non-inégalité radicale du point de vue social. Mais la liberté, c'est aussi une expérience démocratique. Mais là, c'est évidemment un petit peu hors de ce que j'ai traité aujourd'hui, mais c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Pourquoi est-ce que, voilà, enfin, même si on peut dire d'une certaine manière, mais je n'ai pas la réponse, hein, dans une ville comme Athènes, qui a subi la crise, enfin un pays comme la Grèce, qui a subi la crise, enfin voilà, qu'on connaît, eh bien, comment, selon quelle modalité, bon, si je parle que de ce quartier que j'ai vu hier, hein, donc j'en parle très prudemment, hein, eh bien, devant les faillites du marché et de l'État, les individus ce sont, ce qui n'est peut-être pas une tradition très, très présente en Grèce, associés, trouver des formes de vie, des associations, des collectifs. Évidemment, tout ça me paraît être indissociable de la démocratie et plutôt là, de ce côté-là, être comme ça se passe beaucoup dans beaucoup de pays européens aujourd'hui, il faut bien d'ailleurs, hein, sinon personne ne s'en occupe, eh bien ça me semble plutôt positif. Bonsoir, monsieur. J'aurais trois petites questions très rapides. Une, pourquoi est-il forcément mauvais de voir le pouvoir exécutif légiférer, ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart de nos démocraties? Ne pourrait-on pas imaginer une démocratie moderne où les deux pouvoirs donc deviennent un et on a le pouvoir judiciaire à côté comme garde-fou, celui qui posera les limites? Ça, c'est la première question. La deuxième question serait, vous semblez, dans votre discours, dissocier complètement la démocratie économique de la démocratie politique. Or, par exemple, la liberté d'entreprendre serait la priorité et tout ce qui compte dans le néolibéralisme. Mais justement, pour pouvoir entreprendre et donc s'épanouir soi-même, disons, il faudra, en principe, avant, être libre politiquement. Ça, c'est ce qu'on voit aussi dans le monde entier, en fait. Plus les démocraties fonctionnent, plus l'économie va mieux dans les pays. Donc, ça, c'est ma deuxième question. Et la troisième question serait, comment voyez-vous en Europe, vous avez un peu parlé d'une constitution européenne, ce qu'on a maintenant, qu'on pourrait le comparer à une constitution. Donc, est-ce que nous pourrions avoir un peu plus d'approfondissement institutionnel en Europe avec nos différences entre les pays? Merci. Merci. Alors sur la question européenne, bon là c'est une très vaste question, ça paraît difficile. Vous avez eu raison de dire qu'il y a déjà une constitution européenne, c'est celle des traités. Ils ne sont pas considérés comme une constitution puisque la constitution n'a pas été votée par les Français, par les Hollandais, je crois. Enfin bon, de facto, c'est constitutionnaliste des principes économiques, bon, des politiques économiques, pardon.
Dans quelle mesure c'est encore négociable? Je dirais, bon, bah, de toute façon, la réponse, il va y avoir des élections européennes bientôt. Bon, là, bon, moi, j'ai pas de pronostic, mais enfin, je pense que là, maintenant, il faudrait peut-être quand même prendre la mesure du fait que l'exaspération populaire vis-à-vis de ces politiques a atteint un degré de non-retour et que si on ne le fait pas pour des raisons économiques, moi personnellement, je ne suis pas économiste, je prétends pas avoir mais je m'intéresse aux libertés individuelles et je constate que, je vais répondre à votre deuxième question par la même, que quand même l'insistance exclusive sur la liberté économique, exclusive, hein, pose un problème démocratique. Vous avez dit, il faut la démocratie pour qu'une économie fonctionne ou marche bien. Je ne suis pas certain. Bon, l'économie chinoise va pas très mal, enfin, en tout cas, plutôt mieux que la française et que certaines autres. Bon, évidemment, mon propos était placé, donc là, j'en profite pour le préciser. Je n'ai rien contre la liberté d'entreprendre, hein, pas du tout. J'ai quelque chose au contraire. Elle est une suite logique de la liberté politique. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, elle est une conséquence, mais elle ne peut pas en être le principe. C'est-à-dire que je ne vois pas comment une liberté politique s'opposerait à la liberté d'entreprendre. Si entreprendre veut dire mener sa vie professionnelle et intime comme on l'entend. En revanche, je crois avoir, enfin je dis rien de très original, qu'on peut très bien imaginer une liberté d'entreprendre économique sans la liberté ou les libertés politiques qui lui sont liées. Mais la liberté d'entreprendre et même le marché libre, enfin le marché au sens capitaliste du terme, j'en suis pas adversaire, je suis pas du tout adversaire. Hein, moi, je suis pas du tout, bon, enfin, je suis pas, comme plus personne n'est d'ailleurs, convaincu de la possibilité de changer de mode de production. Mais à l'intérieur du capitalisme, il y a quand même des différences substantielles entre le néolibéralisme que j'ai évoqué et puis une conception plutôt social-démocrate, sans même aller jusqu'à social-démocrate au sens, comment j'allais dire, enfin, au sens vrai, quoi, au seul sens, c'est-à-dire celui qui n'est plus appliqué par les partis qui se réclament encore. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs de ce nom. Et alors, rappelez-moi la toute première question, excusez-moi. Ah oui. Alors, à mon avis, on peut pas. Voilà, c'est d'ailleurs un principe libéral, l'idée de penser la séparation des pouvoirs et de les distinguer. Un pouvoir législatif qui serait en même temps exécutif, j'avoue que j'ai du mal à voir ce que c'est. Je vois ce que c'est qu'un pouvoir exécutif qui s'empare du pouvoir législatif en partie, puisque c'est ce qui arrive dans la plupart des pays. Mais un pouvoir exécutif sans pouvoir législatif, ça voudrait dire un gouvernement sans assemblée. Et c'est une dictature. Bon, donc on peut évidemment dire qu'on va élire le gouvernement comme on élit l'Assemblée, mais à mon sens, l'exécution des lois et la délibération et le vote des lois sont deux opérations quand même différentes, dans la mesure où ceux qui vont devoir se charger de l'exécution de la loi vont nécessairement devoir prendre en compte des intérêts particuliers. Hein. En revanche, en principe, évidemment, c'est là où je suis peut-être un peu idéaliste, dans l'élaboration de la loi, la négociation de la loi, la construction de la loi, les intérêts particuliers, c'est-à-dire pour dire clairement les lobbies aujourd'hui, devraient ne pas avoir voix au chapitre. Après, quand il faut appliquer une loi générale, on est obligé, c'est là le pouvoir exécutif, il a sa vertu, hein, mais à mon avis, elle est deuxième, elle est inférieure au pouvoir législatif. Il a sa nécessité plutôt que sa vertu, c'est que quand on a une loi générale et qu'il faut l'appliquer à des cas particuliers, ce qui est le cas toujours en politique, alors il faut, disons, une bureaucratie au sens le meilleur du terme, enfin disons, bureaucratie a un côté péjoratif, il faut un gouvernement, une magistrature, un pouvoir exécutif qui l'applique. Mais mettre directement, ou plutôt faire en sorte que ceux qui font la loi soient en même temps des individus particuliers, là, ça me paraît déjà beaucoup plus problématique d'un point de vue démocratique. Qu'est-ce qui parle, pardon? Y Wendy Brown. Wendy Brown de Berkeley, il y a 2 ans,
Elle a dit la chose suivante. Les grandes sociétés décident et les grandes banques, les assemblées font passer les choses courantes. Et si nous étions dans un tel horizon, c'est quelque chose c'est une dictature, je dirais. Entreprendre, c'est libre ou bien cela se trouve entre les mains d'une élite des banques et des grandes entreprises. Il y a quelques années, nous avions la décision des ITTM, des sociétés américaines ou canadiennes qui demandaient des avantages à l'infini pour leurs investissements en Europe. Donc, y a-t-il une marge pour la politique au-delà des collectivités ouvertes qui existent aux États-Unis, la revendication de la démocratie directe, comme vous l'avez vu à Exarchia, car la politique de l'attribution, elle est en quelque sorte piégée, prise au piège. Je crois avoir compris cela. De politique concrète, si vous voulez, qui est de savoir, d'évaluer les rapports de force existants entre, disons, les grandes entreprises ou les multinationales, les banques que vous avez évoquées, et puis la population. Moi, je fais de la philosophie, donc je ne suis pas en mesure de répondre précisément, je veux dire, sur est-ce qu'il y a encore de la démocratie, est-ce que vraiment tout ça n'est pas devenu un jeu de dupes, etc. Il est certain que dans le rapport de force, ça serait complètement aberrant de le nier, dans le rapport de force entre, si on veut parler un peu de manière marxiste à l'ancienne, entre capital et travail, depuis une quarantaine maintenant d'années, la part du capital s'est considérablement augmentée par rapport à celle du travail. Maintenant, je me méfie quand même de j'aime beaucoup le travail que vous avez de Wendy Brown, vous avez cité Wendy Brown, elle parle de dédémocratisation, mais cela dit, je ne dirais pas non plus que nos démocraties ne sont plus que des mots vains, etc., parce que ce n'est pas simplement que nous avons encore la possibilité de nous exprimer ou d'échanger, là, par exemple. Enfin bon, ça, évidemment, c'est toléré, très bien. Mais c'est aussi que, justement, il y a des expériences démocratiques qui, quand même, malgré tout, dans ce contexte extrêmement défavorable, continuent à être existantes. On parle beaucoup du Brésil, et on a raison, c'est un peu inquiétant. Bon, on parle beaucoup moins du Mexique, qui a donné un résultat tout à fait opposé à une élection présidentielle récente. Mais on n'en parle jamais. Donc, comme si cet aspect-là devait être un petit peu laissé de côté. Donc moi, je désespère de rien, simplement. Donc, je conçois et je vois bien qu'il y a un rapport de force qui n'est pas favorable aux libertés individuelles ou politiques, d'ailleurs. Mais fort heureusement, rien n'est écrit dans le marbre. Il faudrait simplement éviter, évidemment, que les conquêtes démocratiques fondamentales des peuples payent à chaque fois d'une guerre mondiale. Ça, c'est sûr, ça serait préférable. Mais il n'y a pas de raison de désespérer, parce que autant je ne crois pas que la démocratie soit naturelle ou la liberté soit naturelle à l'homme, au sens où naturellement on a envie d'être libre et de vivre en démocratie, autant la démocratie réelle, c'est-à-dire le choix collectif, l'expérience de liberté collective, une fois qu'on y a goûté, il est difficile de s'en passer. Or, malgré tout, il en reste encore quelques traces qui font que peut-être les individus sont quand même moins facilement maniables qu'ils n'ont pu l'être dans des périodes où ils n'ont jamais vécu de démocratie, d'ailleurs, parce que finalement, les États les plus politiquement aujourd'hui les plus autoritaires sont des États où il n'y a pas de tradition démocratique. Bonsoir. Pensez-vous que l'imposition de la doctrine, il n'y a pas d'alternative, est un point de rupture entre le libéralisme et le néolibéralisme?
Parce que le libéralisme, par définition, c'est un pluralisme. Le libéralisme, à l'ancienne, si je veux dire, c'est un pluralisme. C'est-à-dire que sur la base d'un certain nombre de choses qui sont indiscutables, par exemple la liberté individuelle, la propriété privée quand même, bon, le libéralisme est lié quand même au capitalisme, mais sur la base d'un certain nombre de choses indiscutables, après des alternatives sont nombreuses et doivent l'être. Bon. La formule qu'on prête à Thatcher, je ne sais pas si c'est à raison, mais enfin en tout cas tout à fait typiquement néolibéral, il n'y a pas d'alternative. Bon, non seulement elle est antidémocratique, bon, mais surtout, là, aujourd'hui, elle devrait vraiment être, comment dirais-je, faire rire, enfin rire, ou pleurer, bon. C'est qu'en fait, il y a une alternative. Et elle est plus inquiétante encore que ce à quoi elle ce qu'elle prétend, ou ce avec quoi elle prétend faire alternative. Donc, en ce sens, elle est antidémocratique, cette phrase, et antilibérale, bon, mais aussi anti-républicaine, et en plus elle est stupide. Donc je dirais qu'il est temps effectivement là de tourner la page et de trouver une alternative à il n'y a pas d'alternative. Hello, do you speak English? Okay. Yes, but thanks for the informative talk. So I would ask, my question is, how would you argue against someone that would support the opinion that not everyone is genuinely interested in getting involved in politics or getting involved in something that it's not, that's like for his country, to vote for a law, and he doesn't really want to attain any knowledge about about certain political problems. So how would you argue against that? Like, if everyone should has the ability and has the interest, the genuine interest, not some like that it's being imposed to him, something that he does it naturally and is naturally interested in doing. So yeah, that. Merci. Bon, comment, si j'ai bien compris, comment argumenter face à quelqu'un qui considérerait que qui ne s'intéresse pas à la politique ou qui resterait extérieur à la question de la loi. C'est ça le sens de votre question. Vous avez dit, je crois, en commençant la conférence, enfin votre introduction, bon, si tu oublies la politique, elle ne t'oubliera pas, je crois, c'est la phrase. Bon, donc, évidemment, qu'il y ait, après, que les phénomènes d'abstention soient des phénomènes massifs, de plus en plus massifs, c'est évident, parce que, disons que l'écart est tel entre le discours politique, et voilà, là je dis des choses très simples, hein, et les réalisations qu'on peut comprendre le désespoir, la colère, et puis surtout, à certains égards, l'indifférence. C'est pas d'ailleurs tellement l'écart seulement entre les promesses et les réalisations, c'est plus profond que ça, à mon avis, parce que c'est l'écart entre les discours et les expériences, bon, entre les discours politiques et les expériences. Bon, moi, je suis quand même frappé par l'abstraction incroyable du discours politique des communicants. D'ailleurs, ils sont payés pour communiquer, mais ils ne savent pas parler. Je veux dire, enfin, ils ne savent pas mettre dans la bouche des hommes publics des paroles qui simplement s'adressent à l'expérience. Et donc, de ce point de vue-là, il est très difficile d'argumenter. Bon. Maintenant, la politique ne se résout pas non plus au vote, à l'élection. Je veux dire, nous faisons de la politique, là. Enfin, voilà, la politique, elle a lieu dès lors qu'au fond, on est plus que deux, quoi. Bon, voilà. Avant, ça peut être de l'amour ou de la morale. La morale commence à deux, mais dès qu'on est trois, je dirais, il y a quelque chose qui relève de la politique, puisqu'il y a forcément des normes, des règles qui doivent être acceptées par la collectivité. Donc, des gens, j'imagine que dans ce quartier que j'aime bien d'Athènes, bon, la plupart des gens ne votent pas. Enfin, j'en sais rien, je les connais pas, mais je les ai vus, mais je les vois pas tellement aller aux élections. Bon, ils font de la politique quand même, bon, à leur manière, en organisant des bibliothèques pour les plus pauvres, s'occupant d'alimentation, etc. Bon, ils agissent politiquement d'une certaine manière. Enfin, il est impossible dans des sociétés comme les nôtres
de vivre hors politique. Simplement, il ne faut pas confondre politique, à mon avis, il ne faut pas identifier, il ne faut pas réduire politique à système partisan, parce que là, évidemment, ça produit... bon, moi, ça continue à m'intéresser, parce que voilà, j'ai la chance d'être dans des conditions sociales qui me laissent du temps pour m'y intéresser, je dirais, mais je conçois tout à fait que quelqu'un qui passe son temps à essayer de s'en sortir économiquement et socialement ne trouve pas encore d'intérêt à regarder un débat entre des hommes politiques aujourd'hui. Mais il ne me semble pas enfin, je suis même convaincu du contraire, que la politique se réduise à ce qui est, je ressens de plus en plus, un spectacle. Mais un spectacle qui peut quand même mal finir, hein, donc il faut être quand même attentif. Bon, ben, je crois qu'on peut clore cette séance en remerciant notre conférencier. Merci beaucoup. Et puis tous ceux qui sont venus ici. Séance, si. Au revoir, je ne sais pas.